Aujourd'hui, on va visiter Raphaël et Frédéric, propriétaires de la ferme aux 13 arpents. Animés par la curiosité, la volonté de bien faire, de s'autosuffire et d'offrir des produits de qualité, ils ont construit leur ferme où ils font l'élevage de porcs, d'agneaux, de bœufs, de canards ainsi que de poules. Ils vont nous faire la visite, nous parler des bons coups, des embûches ainsi que de la capacité de s'adapter en milieu agricole. Aujourd'hui, on est à la ferme 13 arpents. Yes, salut. Fait que si vous voulez introduire un peu, là, ça fait combien de temps, puis tout ça? Salut, moi c'est Raphaël, copropriétaire des 13 arpents. Nous, on est installés ici à Villeroy depuis 2017. On a commencé vraiment avec un projet d'autosuffisance. Puis on a pas mal aimé ça. Et on avait, tu sais, quand mon premier enfant est né, j'avais vraiment le goût de commencer à être capable de rester chez nous puis de générer un revenu pour pouvoir m'occuper de lui à temps plein, sans avoir besoin d'aller à l'extérieur, sans être obligé de le laisser à la garderie. C'est le projet de ferme commerciale, mettons, est né comme ça. On a grossi, on a fait un bon gros plan d'affaires, on a bien évalué nos choses, puis on s'est lancé principalement dans le porc de pâturage et canard. C'était nos deux productions payantes pour commencer. Puis on essaye depuis quelques années aussi de développer l'agneau et on a toujours quelques bœufs au pâturage pour augmenter un peu notre diversité. C'est pas mal ça. Puis on est sur 13 arpents justement, puis comment vous organisez un peu, c'est en pâturage en herbe, puis je pense qu'il y a du pâturage un peu forestier. Absolument. C'est sûr qu'il a fallu être intelligent puis pas avoir trop d'animaux parce que comme le nom l'indique, on n'a que 13 arpents. C'est vraiment une très grosse fermette, mais c'est une minuscule ferme. Ouais. La façon dont on s'organise, oui, on a des pâturages qu'on laisse généralement aux herbivores, exception faite de celui-ci qu'on a laissé les cochons labourer cet été. On a aussi pas mal de boisés. Je te dirais que 50% presque même 60% de notre terrain, je pense, est en bois. On a commencé à faire des enclos. C'est pas encore terminé. On n'a pas exploité l'autre partie de boisée de notre terrain, mais là, on y met les cochons puis les moutons aussi. On a l'avantage d'avoir une race de moutons qui est très rustique puis qui survit très très bien dans le sous-bois. Eux, ils nous nettoient toutes. Les framboisiers, pour eux, c'est un mets exceptionnel. C'est quoi la race? C'est des Islandais. Islandais, OK. On appelle ça des Icelandic aussi, je pense, au Québec. OK. Fait qu'on fait la tournée, on fait la petite visite. Allons-y. Les canards, canards de Barbarie. Canards de Barbarie. Puis j'ai quelques coureurs indiens, j'en ai eu beaucoup plus, mais on a réduit le troupeau aussi. Parce que j'ai essayé de développer un peu les œufs de canne. Je trouve ça délicieux. Moi, je mange ça tous les matins. Puis, je comprends pas que le monde ne veuille pas juste se garrocher après ça. Mais ça vendait pas tant que ça. Fait que je le garde pour nous à cette heure. Oui, on a fait du Barbarie à l'engraissement. Je trouve que c'est un beau canard. C'est un beau canard rustique qui performe super bien sur pâturage, contrairement aux mulards ou aux autres races qu'il faut plus engraisser à l'intérieur pour que ça pogne bien. Ouais. Généralement, on élève entre 300 et 450 canards par an. Puis on vend ça à la fois en boucherie puis ici, au kiosque. Ça marche très très bien. C'est vraiment un bel animal. C'est un kiosque libre-service aussi. Comment vous fonctionnez pour le kiosque? Non, c'est pas libre-service. C'est plus. Moi, j'ai un site internet transactionnel. Les gens commandent en ligne, viennent récupérer leurs commandes à la ferme. Pour l'instant, c'est ça. Ce qu'on essaie de faire pour cet automne, c'est vraiment de l'ouvrir avec des heures d'ouverture. Moi, je vais être présente ici pour que les gens puissent venir se servir. Mais non, ça prend que je sois sur place. Pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver de bon fonctionnement pour automatiser ça. Puis j'aime ça. J'aime ça voir le monde aussi. Ouais, puis les gens voient les animaux, tout. Puis exactement. Peuvent poser des questions. Tout à fait. Nos beaux canards sont ici. Ça, c'est notre petit pâturage de poules canards l'été. Là, on a rentré les poules pour que les canards aient le libre champ. Puis ils ont une petite bassinette en attendant d'avoir un étang, je pense. En attendant d'avoir un étang. Il n'y a que 24 heures dans une journée, malheureusement. On a déjà fait une, tu peux expliquer? Oui, on a déjà eu un étang, mais il était mal placé. On a fini par le reboucher parce que c'était beaucoup d'ouvrages. Parce qu'il n'arrivait pas à contenir l'eau, quoi? On avait pas assez de superficie d'eau, alors il se contaminait assez vite. Même avec la fontaine, les algues allaient prendre trop vite. Puis avec les canards qui vont se laver dedans, on a viré vite à ce que ça ne soit pas sain pour les canards. C'est trop sale. Fait qu'on a décidé de reboucher puis de le refaire à un endroit plus stratégique sur le terrain. On ne l'a pas encore fait, mais ça va être plus adapté parce qu'on a appris dans tout ça. On a commencé quelque part, puis une petite étang pour beaucoup de canards, c'était vraiment pas adapté. On apprend tous les jours. Et puis contrairement au mythe répandu que les canards ont besoin d'eau sale, c'est faux. Là. Les canards ont besoin d'eau propre, fait que quand l'eau est trop sale, ils n'y vont plus. Parce que c'est pour se laver. C'est pour se laver, exactement. On a élevé, oui, les canards pour la ponte, mais on a eu ça, les canards aussi pour l'engraissement. Puis nous, ce qu'on fait, on a des dômes en arrière. Puis ce qu'on fait, la nuit, ils rentrent tout seuls dans le dôme. Ils sont à l'abri pour les prédateurs et tout ça. Puis le jour, on les laisse aller, nous autres, un peu partout sur le terrain. Fait qu'ils mangent vraiment l'herbe. Même au niveau de mon gazon, je te dirais, je fais aller les moutons, les canards,
On essaie de moins possible couper le gazon ici, on laisse les animaux travailler. Alors, on a ici des canards habituellement, dans cet enclos-là, un peu partout autour. Alors moi, ça m'enlève du travail. Puis eux autres, ben, on s'entend-tu que ça fait des... Pour les cannes, ça fait des très bons œufs. Et pour les canards, ben, ça fait de la chair qui est quand même un peu grasse. Ça réussit à... Le grain est un apport, mais le foin, on donne une qualité vraiment à la viande, là, puis c'est ce qui nous démarque. Ouais, c'est ce qui fait la différence. Ouais, vraiment. Et puis c'est ça, comme on dit, on a comme vraiment peu de superficie. On exploite tout. C'est chaque centimètre carré. Là. Quand je vois sortir la tondeuse, je suis comme, t'es sûr qu'on peut pas mettre un canard à la place? Ah ouais, on le fait le maximum possible, là, puis ça fonctionne bien, sérieusement. Là. En été, là, les animaux travaillent pour nous. C'est ça qu'on veut aussi. Exactement. Alors ici, on a plusieurs races de cochons. On a des Berkshire qui sont des cochons plus de charcuterie qui vont être pour transformer. Ça a beaucoup de gras, beaucoup de persillage. C'est un cochon vraiment de qualité au niveau de la viande. Mais au niveau de leur élevage, c'est un petit peu plus long sur le long terme pour les engraisser. Ouais, ça prend combien de mois environ? 8 à 12 mois là, pour arriver à un poids. Comparativement, mettons, à un cochon rose ou. Qu'on va arriver peut-être en 6 mois. Ouais, à c'est 8 quasiment mois, la moitié. Ouais. Okay. Puis, mais par exemple, pour la qualité de viande, puis aussi la façon d'être, ben, ils sont plus rustiques, un petit peu moins en bâtiment, sont un peu plus fouineux, ils vont manger plus d'herbes, sont vraiment plus à la nature, vont creuser beaucoup avec leurs groins. Les cochons du roc qu'on a aussi, les blancs, c'est fouineur aussi, mais on voit que ça a été beaucoup en bâtiment, fait que c'est un petit peu moins curieux, sont plus mangés, couchés. Alors, ils ont perdu un peu de leur comportement naturel. Oui, carrément. Puis ça, on l'a remarqué. Puis avec les Berkshire, justement, cette année, on avait un pâturage qui était de moutons à la base, qui n'était pas assez riche. On voulait le labourer. On s'est dit, pourquoi on ne mettrait pas nos cochons là, voir si justement ils se regardent de nous labourer un petit peu le terrain, puis en même temps, bien, de se nourrir de l'herbe qu'il y avait sur le terrain. Puis sérieusement, comme on peut voir, le niveau de l'herbe est très bas. Ça mange tout l'herbe qu'il peut avoir. Puis en plus, ils enrichissent notre pâturage avec leurs excréments. Et ils nous ont reviré la terre. Alors moi, justement, au printemps, je vais être capable de remettre cette prairie-là en prairie pour moutons. Puis eux autres, bien, à chaque année, les cochons, c'est quand même très c'est invasif. Tu sais, ça brise beaucoup au niveau des clôtures. Si ton électricité n'est pas bonne, tu vas le voir tout de suite. Ouais. Alors, ce qu'on fait, à chaque année, on change de secteur avec les cochons. Comme ça, mes clôtures, bien, année après année, je peux les entretenir. Puis pour les cochons aussi, bien, moi, si je les laisse dans le bois trop longtemps, ils font mourir les arbres. Si je les laisse trop longtemps dans la prairie, ils brisent ma prairie. Alors, tu sais, on fait des rotations comme ça pour pouvoir, à chaque année, être capable d'avoir les meilleurs pâturages pour eux autres, puis en même temps, le meilleur environnement. Parce qu'on s'entend, si c'est un été qui est extrêmement chaud, j'aime mieux avoir mes animaux plus au bois. Ouais. Comme ça, ils sont à l'abri justement du soleil. Puis des cochons roses, on peut s'entendre que les cochons, ça prend des coups de soleil. Alors, quand ils sont tout bébés, puis qu'on vient les mettre à l'extérieur, bien, il faut comme les éduquer un peu. Il faut un peu de soleil, mais un peu d'intérieur. Ouais. C'est pour ça qu'on a un dôme aussi à l'arrière, où ils peuvent aller en tout temps. Ils ont l'eau là-bas, ils ont le confort, ils peuvent aller se coucher. Alors, tu sais, on leur donne le maximum possible, puis c'est très intelligent. Là. Ils sortent au soleil un petit peu, puis quand ils ont chaud, ça rentre à l'intérieur. Ah ouais. Fait que l'environnement, d'avoir un abri, c'est très important. Mais s'il fait vraiment trop chaud, c'est la forêt. Là, c'est frais dans la forêt, puis c'est là que c'est le meilleur. Puis tu te déplaces, dans le fond, est-ce que tu fais comme une année forêt, une année, ou si tu vas te déplacer au cours de la saison? Bien, au cours de la saison, cette année, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que justement, on n'avait pas eu assez de temps. Moi, je travaille à l'extérieur aussi. Mais éventuellement, c'est de faire des rotations en été. Okay. Là, on avait un pâturage forestier qui était un petit peu magané au niveau des clôtures. Cet été, je n'ai pas pris le temps de refaire mes clôtures. Alors, je ne les ai pas envoyés là. Mais dans les prochaines années, c'est vraiment de faire, oui, des rotations dans l'été. Là. Vraiment, autant avec nos moutons qu'avec les cochons. Là, c'est notre 3e année, fait que on y va avec ce qu'on peut. Puis là, cet été, il y avait un grand espace pour quand même beaucoup de cochons. Alors, ça a fait amplement l'ouvrage. Puis en plus, on voulait qu'ils labourent. Fait que je les ai laissés spécialement pour qu'ils m'aident. Mais éventuellement, c'est vraiment de faire un peu, là, de faire une rotation. Puis les cochons aussi, dans les bois, c'est justement ce que je pouvais dire, c'est vorace, hein? Ça vient manger même aux racines là, des arbres. Fait qu'il faut vraiment que tu prennes le temps chaque année de refaire, de remettre un peu de terre. Faut que tu prennes le temps d'entretenir ta forêt aussi, parce que si tu mets des cochons chaque année à la même place,
tu n'auras plus d'arbres après 5 ans. Ça va ils vont devenir être morts. une friche, puis ça va mourir. Exactement. Fait que du repos, là, ça sert vraiment. Puis même pour eux autres, moi, on va semer un petit peu à la volée. Puis quand ils reviennent, là, c'est riche dans le bois. Là. Fait qu'à la date, on a pu le faire quand même 2 fois. Puis ça marche super bien. Là. Je dirais même plus qu'on voit la différence au niveau de l'alimentation. Quand ils sont dans le bois, c'est plus riche. Fait qu'ils ont plus de facilité à se nourrir. Fait que nous, on donne moins de moulée. C'est très intéressant pour nous. Le pâturage ici, c'est vraiment un complément intéressant, mais c'est vraiment pas aussi riche que dans la forêt. Oui. C'est sûr qu'il y a plus de nourriture en forêt. Exactement. Puis si vous voulez, on peut aller voir justement le dôme à l'arrière pour montrer un petit peu le setup. Oui, je voudrais voir ta clôture électrique avant. On en parle un peu. OK. Bien, nous autres, on a des électrificateurs solaires, ce qui est quand même assez bon pour justement au niveau du fil que j'ai mis à 12 pouces au sol. Sauf, par exemple, c'est toujours des cochons. Faut toujours que tu fasses un entretien. À chaque jour, il faut que tu fasses le tour de tes clôtures parce que les petits cochons qui ont à peu près 30 kg à 60 kg, aussitôt qu'ils touchent le fil électrique, ils vont reculer, puis c'est réglé, ils ont appris. Mais moi, je laisse aussi aller des mères qui ne sont pas enceintes, avec des truies qui font 500 livres. Puis une truie de 500 livres va pas beaucoup reculer. Ouais, c'est ça. Alors, la truie de 500 livres, là, elle, ce qu'elle va faire, elle est intelligente, elle va recouvrir le fil pour pouvoir essayer de pousser dans la clôture, elle va se coucher dessus. Quand elle va pogner un choc électrique, elle va foncer dans la clôture. C'est un petit peu moins, je te dirais, sont intelligentes, là, mais il y a un petit peu de misère avec ça. Fait que là, avec les prochaines années, je me fais un enclos vraiment pour les mamans sans électricité. Puis les cochons engraissés vont être avec un système électrique. Mais j'ai appris cette année vraiment, là, c'est la première année qu'on laisse aller les mamans, là, puis ça a fait beaucoup de tort à mes clôtures. Fait que tout ce qui est trop gros, tout ce qui dépasse 200 livres dans le cochon, c'est plus rendu des clôtures électriques, c'est vraiment de la broche, du bois. Plus permanent. Oui, plus permanent, parce qu'on a appris cette année là, que c'est plus difficile. Les truies, ils reculent pas, ils foncent. Oui, c'est ça. C'est aussi fort qu'un bœuf, hein, je pourrais dire. Si ça veut passer à telle place, ça va passer à telle place. C'est fait erreur beaucoup. Hein. À tous les ans, on évolue, puis on trouve de nouvelles façons de faire. Puis il y a des choses qui fonctionnent et il y en a qui fonctionnent moins bien. C'est ça. On corrige, puis l'année suivante, on recommence. Exactement. Puis, tu sais, les mères, à la base, on les garde beaucoup dans un environnement avec leurs petits. Puis les petits allaient à l'engraissement. Cette année, on s'est dit, non, tu sais, on laisse aller tout le monde, tout ça. Fait que là, regarde, on l'a appris. L'année prochaine, on améliore notre setup. On a parlé aussi à d'autres agriculteurs qui sont peut-être un petit peu plus gros que nous, mais qui faisaient au pâturage. On a posé des questions, puis c'est le même résultat partout. Là. Un certain poids, le cochon, il recule pas, il avance. Alors, ça a été une bonne apprentissage, mais on n'a pas eu de fuite, rien. On a eu quelques cochons qui ont sorti à certaines places, mais les cochons sont tellement bien dans leur environnement que la seule chose qu'ils veulent, c'est le retourner là. Alors, on n'a pas eu de fuite, on n'a pas de cochons qui sont partis dans les bois, on n'a pas de cochons qui ont traversé dans la rue. C'est vraiment juste, si on trouvait un petit endroit, ils vont sortir. Dans la journée, je le vois, je m'en vais boucher mon trou, puis c'est réglé. Ouais, mais tu sais, ils réussissent à arracher les fils électriques quand même. Ils réussissent à défaire des pieux. Ils vont creuser, ils vont se mettre à un endroit à 5, puis ils vont creuser un trou de 1 demi-mètre. C'est assez impressionnant. Oui. C'est pour ça que c'est l'importance de faire le tour de tes clôtures. C'est pour ça aussi que c'est une production qui est plus dure au pâturage. Tu sais, le cochon, là, comparé, je pourrais dire, à des canards, à des moutons ou même à des bœufs, ça pousse, c'est fort, puis ça connaît sa force. Un bœuf, c'est un peu un toutou, je dirais, vu la grosseur et la force que ça a. Un petit fil électrique, ils ont peur de ça, il n'y a personne qui touche à rien. Les cochons, là, ils ont toute une personnalité. Hein? Puis il y en a qui vont y toucher 200 fois avant de s'en rendre compte, puis ils vont continuer même encore là. Puis il y en a qui vont toucher une fois puis qui ne retoucheront plus. Mais les clôtures sont vraiment mises à l'épreuve. Là. Autant quand on voit les gens qui font du sanglier, tout ça, là, on voit les investissements, puis ça ne sert pas à rien. Encore là, il y en a qui ont des fuites là-dessus, puis ont investi beaucoup. C'est toujours à regarder. C'est le gros hic du cochon au pâturage, mais moi, ça n'en est pas un problème, je trouve, parce que c'est un animal, justement, qui ne s'enfuit pas. Ça va pas loin. Ils sont bien dans leur environnement. Ils ne sont pas trop dans leur enclos. Ça se gère super bien. Il faut juste avoir la conscience de leur donner ce qu'ils ont besoin, puis pas d'avoir trop d'animaux dans un petit espace. Souvent, les gens vont faire des cochons au pâturage, soit dans des filets électriques ou une petite enclos de contention. Puis s'ils les bougent jamais et qu'il n'y a pas d'herbe, aussitôt que l'autre côté de la clôture, il y a de l'herbe, pourquoi ils poussent dans les clôtures? C'est qu'ils veulent aller manger ailleurs. L'herbe est réellement plus verte de notre bord. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça prend vraiment de l'espace ou des rotations pour arriver à ce que, justement, le cochon soit bien. Puis ça marche super bien, sérieusement.
J'ai eu beaucoup de gens qui nous ont dit, des agriculteurs, que leurs pères en ont fait, ils nous disaient « Fais pas ça, c'est la pire chose, tu vas te rendre compte que c'est très difficile. » Mais les gens, justement, je trouve que l'apprentissage a été perdu de ça. Ça se fait bien, c'est juste, oui, une gérante. Il faut que tu fasses le tour. Oui, c'est plus de gestion. Puis... Oui, vraiment. Mais tu sais, on se faisait dire ça va être une catastrophe. Là. En fin de compte, non. C'est juste un apprentissage. Il faut que tu aimes le cochon. Ouais. Puis t'en as combien de cochons en ce moment? Présentement, on en a une quarantaine à l'engraissement. 40 cochons? On a 6 truies et 14 porcelaines à l'intérieur de la grange. OK. Ouais. Puis on va avoir produit quasiment 150 d'engraissement cette année. Là. Alors, on va avoir fait quand même, on en envoie à chaque semaine. On a beaucoup de cochons de toutes les tailles, et puis ils sont tous ensemble. Ça marche bien quand même. Là. Mais encore, il faut qu'il y ait l'espace pour. Ouais. Oui, vraiment. Là. Puis ta wagon, elle sert à quoi, elle? C'est pour l'ombre. C'est pour l'ombre? Oui, à la base, c'est beaucoup pour l'ombre parce que eux autres, en été, même s'il y a le dôme, ils veulent être au vent surtout. Là. Fait qu'ils se couchent tous en dessous du trailer, bien serrés, puis ils dorment là toute la journée. Là. Aussitôt qu'il y a les pluies aussi, ils vont se cacher là. Puis ça leur donne une place pour se gratter. Ça leur prend des places qui sont fixes pour se gratter. Eux autres, ils adorent ça. Fait que ils vont faire le tour, ils se grattent un peu partout. Puis c'est un peu à ça que ça sert. Ça a plusieurs fins. Comme vous pouvez voir, là, on a mis ça simple. Nous, on ne voulait pas être conventionnel puis investir, mettre du béton. On veut vraiment rester à la base. Là. Oui, c'est un petit peu moins chic des fois, mais je trouve que ça fait entièrement l'ouvrage puis la qualité de la viande par la suite en boucherie. On se le fait dire tout de suite. Là. Je veux dire, la qualité est là, puis ça paraît beaucoup. Oui, bien, t'as pas besoin de faire des gros investissements non plus. Non, faut juste que ça soit exactement. réfléchi. Puis le cochon, qu'elle soit pas peinturé, la wagon, il en fait pas de différence. Non, exactement. De Puis... toute façon, la peinture, il va la manger. Ouais. C'est ça. Puis il faut dire que du cochon pâturage, nous, on a la route avec un camping qui passe proche. Sérieusement, on a eu beaucoup de familles qui sont arrêtées de nous voir et qui ont dit on n'a jamais vu de cochon à l'extérieur de notre vie. On n'a jamais vu ça, là. Ouais. Fait qu'on a vraiment beaucoup de gens qui sont arrêtés puis qui nous ont posé des questions parce que eux, de voir ça à l'extérieur, c'est vraiment là, inimaginable. Puis ils sont curieux, ils viennent voir. Puis tu sais, moi, c'est des cochons qui sont très gentils. On va, on les flatte. Les gens là, sont impressionnés de ça parce qu'ils ne voient pas ça ailleurs. Ou oui, on voit ça, mais des fois, on met ça un petit peu à l'arrière du terrain ou quoi que ce soit. Moi, ici, là, ça a arrêté tout l'été. Puis les gens ont trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Ça nous a fait de la clientèle. Ouais, ben dans le conventionnel, le cochon, la seule journée où il voit le soleil, c'est dans le camion vers l'abattoir. Exactement. Exactement. Ah non, nous, c'est tout le contraire. Là. On y va vraiment là, le plus simple possible. On travaille, on a des enfants, on ne peut pas s'occuper de tout, on n'a pas de l'argent pour mettre tout. Fait qu'on y va vraiment à notre simplicité, puis ça fonctionne. Écoute, oui, il y a des jours qui sont moins le fun que d'autres parce qu'il y a des journées quand il pleut beaucoup, c'est comme cet été. C'était vaseux, c'est moins chic, c'est moins le fun. Mais les animaux sont bien quand même, ils ont leur abri. Ça prend quelques éléments et ça fonctionne très, très bien. OK. On pourrait aller voir notre place d'accouchement pour nos truies. Parce que vous faites pas mal toute la reproduction aussi? Oui. Toute la reproduction? Ouais. Ben, on achète quelque part du roc parce que nous, avec nos bergers, on est capable d'avoir des semences du roc. Alors, on fait un petit mélange. Puis il y a aussi pour la clientèle le Duroc, c'est la race, c'est beaucoup de muscles. Puis on a quelqu'un ici qui en produit, puis on y en achète un petit peu juste pour combler des trous. Parce que vu qu'on fait des accouchements et qu'on n'a pas énormément de trous, il faut se dire que des fois, il y a un accouchement qui ne s'est pas bien passé. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Ouais, l'agriculture, c'est pas juste beau pâturage. Ça va à 2 h du matin, quand la truie accouche, si toi, tu n'es pas levé, bien, vu qu'elle est libre dans son enclos, il peut arriver des choses. Fait faut que tu te lèves à 2 h du matin pour être sûr que ta portée soit bien née ou quoi que ce soit. Puis on a déjà eu des problèmes. Fait que quand on a un manque, on achète à quelque part d'autre, mais pour l'instant, on est quand même assez bon. On est dans une moyenne assez bonne, puis on réussit bien avec nos naissances. Faut dire que avec des truies aussi, il y a toujours des mamans qui sont plus maternelles que d'autres. Ouais. Alors, il y a des truies qui sont vraiment pas gentilles ou qui sont pas laitières. Fait que ça, c'est des truies qu'on va sevrer les bébés plus rapidement puis qu'on va justement mettre les bébés à la nourriture le plus vite possible. Puis il y a des truies comme Boréal, qui est notre doyenne, qui, elle, justement, est une maman extraordinaire. Aussitôt qu'on a des bébés d'une autre maman qui sont pas en shape,
On les met à notre truie boréale. Puis elle, c'est une maman en or. Elle est gentille avec les cochons, elle est laitière, puis elle est très maternelle. Alors, s'il y a quoi que ce soit avec un cochon, un cri, elle est aux petits soins. Ça, c'est génial parce que c'est pas toutes les truies, là. On a eu plusieurs, puis on sélectionne toujours les meilleurs. C'est un peu comme dans l'industrie, mais c'est vraiment pour avoir le moins de pertes possible. Parce qu'une truie qui n'est pas maternelle, là, ça ne sert à rien de garder ça. On l'a fait. Nous, on n'a jamais voulu abattre d'animaux pour rien, mais ça nous a causé plus de problèmes à nous. On trouve ça décevant. Alors, on a choisi d'y aller un peu plus avec la simplicité, puis on garde nos meilleurs. Puis sérieusement, là, ça va fait bien. toute la différence. Oui, vraiment. Là. Parce que la grosseur que ça a, ça peut facilement écraser un bébé, ça peut facilement faire du tort. Alors, non, ça prend vraiment la bonne technique. Puis une truie comme ça, là, ça mange, dans une journée, ça mange comment à peu près en portions? 5-6 kilos. 5-6 kilos de moulée? Oui. Ouais, puis c'est tout dépendamment de sa gestation ou la fin du cycle laitier aussi, là, ça va manger beaucoup pour se tarir. Ça a plusieurs étapes. Il faut que tu suives sa shape, il faut que tu suives aussi comment elle a le bébé à nourrir. Quand elle a vraiment beaucoup de bébés, là, ça prend un petit peu plus. Mais on y va vraiment avec l'état de chair puis l'état de la maman, là, parce qu'il y en a d'autres, on a des trucs qui sont plus petites. Fait que ça peut varier. Là. OK. Les petits, ils ont une lampe chauffante. Ouais. Puis il y a une barrure dans le fond, si on veut, c'est pour pas que la truie elle puisse y aller, exactement. Nous, c'est un setup assez simple, mais qui fonctionne très bien. La truie, on ne voulait pas qu'elle soit en contention. On voulait qu'elle soit libre de ses mouvements pour qu'elle ait le moins de problèmes de pattes ou quoi que ce soit à long terme. Puis pour les bébés, d'avoir une petite place comme ça prend une journée, là, puis ils vont après aux lampes, puis ils sont en sécurité. Là. La maman ne peut pas les écraser. Puis des fois, la maman, la première journée qu'elle a accouché, est un petit peu énervée, elle bouge beaucoup, il y en a. Fait ils vont tous se mettre là tout de suite, puis c'est leur petit endroit de sécurité. OK. Ouais, ils comprennent ça assez vite, sérieusement, là, puis ça fonctionne bien. Après ça, c'est aussi ici qu'on fait nos naissances en hiver. C'est pour ça que c'est dans le bâtiment à la base, parce que vraiment, là, on continue tout au long de l'année de faire des naissances. Fait que aussitôt qu'il y en a une autre gestante qui est prête à accoucher, on remplace sa mettons boréale, on vient mettre un autre truie ici, puis on vient justement faire le switch tout au long de l'année avec nos 6 truies. Ils passent toutes dans cet enclos-là, une à la suite de l'autre. Fait que on fait nos inséminations aussi en conséquence pour avoir des petits cochons tout au long de l'année. Ce qui est pas mal l'idéal parce qu'on a commencé les premières années à faire juste notre saison estivale pour le cochon. Alors en hiver, on n'engraissait pas de cochon. Puis on a vu tout de suite qu'à la clientèle, ça manquait beaucoup. Produire juste en été, c'est une très bonne idée. Ça coûte beaucoup moins de mouler. C'est plus le fun parce que justement, ils vont à l'extérieur puis ils peuvent profiter de tout. Mais la clientèle, elle demande un apport régulier. Oui, exactement. Si tu as des produits en été, puis que tu n'en as pas en hiver, les gens vont revenir moins, je trouvais. J'aimerais ajouter que ça, c'est vrai parce que nous, on envoie beaucoup à des boucheries. C'est pas mal ça notre principale source de revenus. Okay. Donc, quand tu engraisses à l'été et que tu mets tout dans le congélateur, l'hiver c'est parfait, si t'en as assez, tu fais toute ta saison. Mais nous, comme nos bouchers, ils ont besoin d'un flot constant. Ouais. On s'arrange quand même pour que tous les porcs puissent aller au pâturage. On les garde assez longtemps pour que soit ce soit au début de leur cycle de croissance, soit ce soit à la fin de leur cycle de croissance, mais dans tous les cas, ils vont toujours aller dehors à un moment ou à un autre. Ouais, c'est ça. Oui, vraiment. Là. C'est vraiment à l'intérieur, c'est juste pour les naissances à la base parce que tout le monde va passer. Il y a un petit moment dans l'hiver qu'on n'a pas besoin de faire de naissance au pic des froids, justement. Genre après février, mettons. Oui, exactement. Puis après ça, on redécolle, puis ça se passe bien. Là. On voulait justement que tous les animaux puissent aller dehors, même nos truies. On veut pas qu'elles soient là toute l'année, à l'intérieur, sur le béton. Là. C'est pas ce qui est préférable pour les mâles de pattes et tout ce qu'il peut y avoir pour les cochons. On va aller les voir, nos autres filles qui sont pas enceintes. Ouais. Ici, on a notre petit poulailler intérieur. On a rentré récemment nos poules, mais à la base, c'est un enclos aussi de cochons. Alors, c'est un enclos de rotation. Là. On a des poules qui vont là, on a eu des canards, on a eu des cochons. On a 2 petits bébés qui sont en train de se sevrer. 2 petits cochons qui s'entendent super bien avec les poules, qui sont couchés au soleil. Mélanger les animaux, ça peut se faire, mais dans une certaine mesure, il faut vraiment vérifier, voir si ça se passe bien. Puis nous, à date, ça se passe super bien. Là. On aime bien le setup. Puis les poules, c'est pour avoir le plus d'œufs possible qui sont à l'intérieur en ce moment.
À l'extérieur, là, ça commençait à pondre un petit peu moins. À l'intérieur, ben, ils ont tout ce qu'il faut pour être performantes. OK. Alors ici, c'est notre dôme de protection pour les cochons. Comme on peut voir, là, c'est un environnement de cochons. Il y a un petit peu d'excréments, il y a des abreuvoirs et tout ça. Mais la base, vraiment, là, on a commencé à faire des enclos très compliqués. À la base, il y avait beaucoup d'enclos dans ce bâtiment-là. On avait fait tous les recoins pour que chaque groupe de cochons avec leur poids peuvent se suivre. Fait qu'on avait du plus petit au plus gros avec l'accès extérieur. Mais avec les années, ça fait 2 ans, on s'est rendu compte que c'était trop compliqué. Pas trop compliqué pour nous, trop compliqué pour les animaux, que tout le temps tasser puis d'être dans un environnement au même poids, c'était pas nécessairement mieux. Fait qu'on a décidé cette année d'essayer d'ouvrir. On a quand même un enclos de contention s'il y a un blessé, s'il y a quoi que ce soit, on a un enclos. Mais à la base, on a décidé de mettre tout le monde ensemble puis de mettre pas de paille cette année. Okay. Habituellement, je mettais de la paille, je mettais énormément de paille. Puis les cochons, en fin de compte, ce qui arrive, c'est qu'ils vont s'en faire un tapis, puis ils vont en consommer beaucoup. Fait qu'on a passé beaucoup de paille, on a eu beaucoup de litière pour, en fin de compte, pas grand-chose. Parce qu'on se faisait dire, justement, c'est bon la paille, ça va être l'idéal pour tes bêtes. Mais en fin de compte, sur le sable, pour moi, c'est ce que j'ai trouvé le moins compliqué. Puis, quand on arrive à l'hiver, par exemple, avec les cochons, là, on y va avec la paille parce qu'ils vont se faire des nids là-dedans puis ils vont se réchauffer. Si c'est ça. Mais à l'été, ce que j'ai trouvé sur le sable, ça a été vraiment la meilleure option qu'on a eue parce que, justement, eux, ils vont fouiner un peu partout, mais ils ne se mettent pas à creuser partout. Puis, la litière, on en a beaucoup moins à sortir. Ou sinon, là, pour une petite ferme, on venait sortir des quantités énormes de litière parce que les cochons, écoute, ça réussit toujours à mettre le bazar. Fait que dans l'été, on pouvait faire nettoyer 4 fois, le dôme, plus l'hiver. Ça te prenait des intrants aussi, ça te prenait de la paille, là, ça t'en a pas pris. C'est ça, exactement. Puis pour être honnête, là, on a passé un été, c'est rendu comme ça à la fin de l'été. Moi, je trouve que c'est super. Oui, ils sont fouineurs un peu, ils font des trous, ils font un peu plus les fous, je dirais, mais si je mets de la paille, c'est que ça donne beaucoup d'ouvrage à l'éleveur. Puis on s'est rendu compte que c'était pas nécessairement bon pour eux parce que c'est juste un entrant qui coûte cher, puis justement c'est la litière de trop, tout simplement. Là. Nous, c'est notre façon de faire. C'est pas partout aussi qu'on va faire ça comme ça. Mais nous, vu qu'on a tout le pâturage extérieur, écoute, ça fait super bien. S'il serait qu'à l'intérieur, c'est sûr que ça serait un autre jeu. Oui, ça serait une autre gestion. Oui, exactement. Parce que là, ils viennent ici surtout pour boire sûrement, puis quand il fait trop chaud, c'est ça? C'est ça, exactement. Puis il y a plusieurs qui vont dormir ici. Au milieu, là, c'est un endroit de dodo. Là. Ça se met 15-20 ensemble, tout couchés, là, puis c'est le dodo. Là. Non, vraiment. Là. Puis à l'été, quand il fait beau, justement, puis pas trop chaud, ben ils vont coucher à l'extérieur. Fait que, tu sais, ils font vraiment ce qu'ils veulent, puis c'est le meilleur des deux mondes, parce qu'il y en a tout le temps un peu des deux, là. Fait que il y a plusieurs tempéraments dans les cochons encore là, fait que ça fonctionne bien pour ça. Puis dans le fond, c'est ça, ils rentrent ici, puis ils peuvent sortir juste là. Exactement. Puis là, ils ont accès à tout ton autre pâturage. Exactement. Puis pour l'hiver, j'ai un petit clos de contention qui est plus petit, pour pas avoir, dans le fond... juste là. Ici, on a un clos pour l'hiver. Fait qu'à l'hiver, ils ont accès au dôme, puis ils ont accès aussi à l'extérieur, mais on leur laisse pas tout l'espace pour être sûr et certain, justement, que pour eux, s'il y a beaucoup de neige ou quoi que ce soit, on ne veut pas avoir à compter les cochons à tous les matins. C'est le setup idéal pour nous là, qu'on a trouvé pour avoir l'accès extérieur en tout temps. Ouais. Puis pour nos mamans aussi, là, quand on met nos mamans qui ne sont pas enceintes, qui vont là, ben, ils ont accès extérieur aussi. Fait que tout le monde va à l'extérieur à un moment donné ou à un autre. Puis sérieusement, ça fonctionne bien. Comme on peut voir, là, ici, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Moi, je croyais pas que le cochon allait manger tant d'herbe que ça, même si le berkshire était réputé pour. Mais non, mais sérieusement, c'est quasiment mieux que les moutons. Ça fait le ménage. Ah, mais il est tondu vraiment ras, c'est ça qui est spécial. C'est fou, là. Puis on a laissé pousser, on les avait un peu contenus, on a laissé pousser, on les a remis dedans, puis ça a pris 3 jours, il n'y avait plus rien. Fait qu'on s'est dit, laissons-les aller. Puis je donne même du foin. On a du foin d'ensilage qu'on peut donner. Puis eux autres, ils raffolent de ça, ils vont en manger, ils vont se faire une litière aussi avec ça. Tout ce qui n'est pas bon de la balle, ils vont le mettre en litière. Tout le reste, ça le mange. Fait que ça mange un petit peu de moulée, ça mange de l'herbe, ça mange du foin. C'est vraiment polyvalent. Là. Avec les races qu'on a, là, ça marche super bien. C'est en étonnant. Ça passe une balle de foin, une grosse balle ronde par semaine, là, tous ces cochons-là.
ça en mange quand même beaucoup. Là. Dans le fond, pour ta structure, tu es passé sur des blocs de béton qui sont toutes placés. Ouais. T'as pas de problème sur le fait qu'ils veulent comme essayer de creuser en dessous ou quelque chose? Non, sérieusement, au niveau des blocs de béton, là, moi, c'est sûr que j'ai fait une assise là, pour assurer tous les blocs de béton, fait qu'il y a beaucoup de garnottes compactées en dessous de ça. Je pourrais dire qu'il y a eu des années aussi qui ont voulu creuser en dessous, mais vu que j'avais très bien compacté, ils ne se rendent pas très loin. Okay. Aussitôt qu'ils prennent le compacté, ils arrêtent. Puis pour être honnête, il y a certains cochons qui sont plus à problème que d'autres. Oui, c'est ça, que le tempérament, comme exactement. Comme fait que ceux-là que je vois qui creusent beaucoup ou quoi que ce soit, je les envoie dehors, puis on les fait abattre le plus tôt possible, parce qu'on les remarque là, habituellement. Puis j'ai pas eu de problème là, qui ont creusé en dessous des blocs trop. Je rajouterais aussi qu'ils ont quand même beaucoup d'espace. Ouais, c'est ça. Moins tu leur donnes d'espace, plus ils auront tendance à creuser. Alors que là, il y en a en masse à creuser. Ouais, c'est ça. Ah oui. Puis, tu sais, il faut dire qu'avec les blocs de béton, on s'avait mis aussi pour la hauteur. On savait pas si la hauteur allait être bonne. Mais les cochons, en fin de compte, j'en ai eu un ou deux qui ont déjà réussi à sauter par-dessus ces clôtures-là. Fait que quand même, ça a été très étonnant. Mais tu sais, c'est un spécimen sur 150 que ça arrive. Là. Ouais, c'est ça. Et autant pour creuser, là, il y en a un une fois qui nous a vraiment... Lui, il était... Pour moi, il était dû pour être un minier ou quoi que ce soit. Là. Il partait, lui, là, puis c'était creuser. Fait que, tu sais, on l'a juste géré de façon différente un petit peu, puis on l'a envoyé au pâturage, puis il ne rentrait pas bien. Moi, c'est drôle à dire, mais ça se dresse bien. Moi, là, je me mettais ici, je voulais pas qu'il rentre. Puis à chaque fois qu'il revenait, pendant 1 heure, j'y faisais ça. Puis il restait dehors une bonne partie de l'été après ça. J'ai un abreuvoir dehors aussi. Puis non, ça se dresse aussi, c'est drôle à dire, là, mais... Ouais, mais c'est vraiment intelligent, un cochon. Oui, puis tu sais, moi, ils me connaissent bien. Fait qu'à chaque fois, si je vais dans l'enclos, là, ils sont très gentils avec moi, mais ils ont aussi une réticence parce que des fois, il faut que tu les gères un petit peu. Là. Au niveau des clôtures, moi, si je veux pas qu'ils aillent gruger ou défaire mon fil, mais la maman, je l'arrive à côté, je lui mets le nez dedans un petit peu, elle comprend très bien, tu sais... On a la possibilité de les éduquer un petit peu. C'est sûr que c'est pas le jour puis la nuit, là, mais si tu prends le temps, tu es capable de le faire. Après ça, ils arrêtent leur petite manie. Au niveau des maladies ou quelque chose, y a-t-il de quoi de particulier avec le cochon? Bien, pour le cochon, c'est d'avoir des abreuvoirs propres. Sérieusement, c'est pas mal la clé des choses parce que au niveau de la terre, ils vont aller manger beaucoup puis ils vont... Moi, ici, il y avait du remplissage qui avait été sur le terrain, puis il y avait beaucoup de cochonneries. Fait que là, j'en ai eu peur parce que je me disais justement, il pourrait peut-être prendre quelque chose qui ne fait pas, il pourrait se couper, il pourrait manger du plastique. Mais en fin de compte, non. Il ne mange pas tout ce qui est déchets, il ne mange pas. Ça finit que je fais mon tour dans l'enclos puis je ramasse s'il y a des déchets ou quoi que ce soit, parce que dans le sol, il y en a d'enfouis, c'est ce qui est très, très, très malheureux. Mais sérieusement, si tu as des abreuvoirs propres puis tu as un environnement de nature, nous, on n'a pas eu de maladie, on n'a pas eu de foie attaqué, on n'a pas eu rien. Mais on est dans un secteur aussi différent d'autres. Il y en a d'autres places, ça peut être un petit peu différent. Là. Mais nous, ici, on a principalement du sable comme terre. C'est une terre de canneberge. C'est ça. ça nous apporte qu'on n'a aucune maladie qui nous a été déclarée. Puis sérieusement, le dôme avec les abreuvoirs nettoyés, c'est ce qui donne la clé, sérieusement. OK. L'environnement extérieur, la possibilité de sortir, puis de prendre le soleil, puis de... La vitamine D. Vitamine D, exactement. On n'a pas de maladie. Oui, il y en a dans le porcin, on sait qu'il y a des maladies. Puis, je veux dire, j'ai encore une bouteille de vaccin au besoin, parce que on m'a dit il faut que tu vaccines, puis je ne l'ai jamais utilisé. Écoute, ça va bien. Ouais. Donc, on croise les doigts, évidemment, mais je pense qu'on a quand même une bonne gestion. Ouais. Donc, nos cochons sont en santé. Oui, ils sont capables de se blesser. Ouais, la santé, ça passe par le bien-être. C'est ça. Puis, tu sais, en 3 ans, on a perdu un cochon au pâturage en 3 ans. Puis ça a été le seul. Après ça, ça a été dans les naissances qu'on a perdu quelques petits bébés. Mais au niveau pâturage, là, c'est très rare que ça ne se rendra pas à terme. Sérieusement, là, les bêtes, le cochon, moi, j'ai aimé cette race-là parce que c'est rustique. Puis justement, ça prend pas grand-chose pour faire une qualité de viande. Là. Sérieusement, là. On se demandait à la base si ça allait nous apporter du problème ou quoi que ce soit. Mais non, sérieusement, on n'a rien eu de ça. Puis ça fait quand même plus de 3 ans qu'on en fait du cochon. Moi, puis pas juste saisonnier. C'est ça. Puis moi, j'ai appris... La première année, là, j'étais stressé, j'avais peur de tout. Aller porter les cochons à l'abattoir, ça a été tellement difficile.
Mais en fin de compte, quand tu comprends l'animal, puis tu commences à travailler avec l'animal, ben ça se passe super bien. Puis rentrer mes animaux dans le trailer, c'est rendu facile parce que je comprends comment l'animal fonctionne. Alors pour moi, ben, ça fonctionne très bien. Comme ici en avant de nous, à la base, on peut voir, c'était le pâturage de cochons de l'été passé. Alors on a une petite abri, puis ici, l'année passée, il y avait une clôture à cet endroit ici. Puis il faut dire que eux, ils ont tout labouré ici. Puis, nous, on a juste semé un petit peu à la volée. Puis, comme on peut voir, on a laissé cet été se reposer. Puis là, c'est rendu florissant quand même. Il y a beaucoup d'herbes. On peut aller un petit peu plus loin aussi. On va voir... on va voir les chats. Ici, là, c'était sur la terre. Là. Ah oui. Là, ici, il y a moins de soleil, fait qu'il y a moins d'herbes. Mais c'est un endroit qui est assez frais. Puis, pour être honnête, là, on a eu vraiment beaucoup de succès avec le pâturage forestier. C'est pour ça qu'on ouvre d'autres enclos dans les prochaines années. Puis c'est pour ça aussi que l'environnement pour les cochons, là, pour les truies, ça peut mettre des naissances aussi au bois. C'est facile à gérer dans les bois. Là. Je dirais qu'au pâturage là-bas, quand tu as une belle prairie et qu'ils la détruisent, nous c'était déjà prévu que c'est super. Mais si tu as un beau terrain et tu mets tes cochons au milieu du terrain, attends-toi à ce qu'ils détruisent tout. Ouais, c'est ça. En forêt, ben c'est pas exactement pareil. Ça vient pas aider la forêt. Mais si tu le laisses reposer puis tu sommes un petit peu, ça revient verdoyant. Puis l'année d'après, ils vont se bourrer la face ici tout l'été. Puis justement, dans mon été, pour la grosseur de l'enclos, on a un nombre de cochons aussi à mettre. Ouais. On ne peut pas mettre une centaine de cochons ici. Ça va prendre 3 jours, il ne restera plus rien. Fait que c'est vraiment des petits groupes de cochons qu'on vient mettre ici. Puis on a d'autres forêts là-bas qu'on peut en mettre plus parce que la forêt est plus grosse. Fait que c'est un petit peu, c'est différent, ouais. Et tu fonctionnes aussi en clôture électrique, puis tu as une clôture permanente? C'est ça, c'est ça. J'avais la clôture électrique. Ça, ici, on avait mis ça aussi pour les prédateurs. Parce que moi, les prédateurs qui viennent arrêtent beaucoup au cours d'eau, mais tout ce qui est moufette, raton et tout ça, on a un camping proche, bien, le filet électrique était là juste justement pour ne pas rentrer les malfaiteurs, je dirais. T'as un chien aussi? J'ai mon chien aussi qui vient faire le guet. Puis je peux dire, si on ne l'aurait pas, on aurait sûrement plus de pertes. Bien, on n'a pas de pertes avec lui. Puis justement, ça nous aide beaucoup à gérer le terrain parce que les coyotes viennent nous voir à chaque semaine. Ils viennent toujours assez proches. On a notre compost aussi dans les bois. Puis ils sentent qu'il y a de l'odeur ici, alors ils viennent. Puis mon chien, bien, lui, il est libre. Le terrain est le sien. Alors à chaque nuit, bien, il fait sa petite ronde, puis il nous protège s'il y a quoi que ce soit. Il est toujours en liberté. Oui, exactement. Okay. Puis il faut dire aussi qu'on a beaucoup de canards, on a beaucoup de poules. C'est vraiment pour ça qu'il est là. Ouais, c'est ça. Le cochon, j'ai quasiment pas de danger, mais il faut dire qu'on prend des précautions quand même pour s'assurer que ça n'arrive pas. Ah oui, c'est certain. Oui, carrément. Ah non, mais c'est une place idéale. La forêt pour les cochons, c'est vraiment ce qui est le... Ouais, le pâturage forestier, c'est... Ah oui, c'est vraiment ce qui est le mieux. Là. Alors, on peut aller après ça voir nos brebis et nos bœufs. Après ça aussi, on voit les dômes. Là, on est à la fin de l'été, fait que j'utilise un des dômes à la fin de stockage. Mais les dômes, à proprement parler, l'hiver, il y avait un dôme pour les brouteurs, puis il y avait un dôme pour les cochons. Okay. Alors, on avait fait... on avait séparé les deux, puis ça fonctionnait super bien. Nous, on a acheté des dômes qui sont pas... conventionnels du Québec, c'est des dômes qui sont faits en Chine. Alors, tu sais, on a des dômes pour quelques années. On savait que la durabilité ne sera pas là. Ben, la toile, dans le fond, tu vas racheter des toiles, c'est ça? C'est ça. Puis, tu sais, au niveau du bâtiment aussi, on aimerait bien upgrader parce que pour les animaux, c'est un bel environnement. Mais je pourrais dire, pour l'hiver, pour l'agriculteur qui va entretenir ses animaux, c'est beaucoup d'ouvrage. Parce que, oui, il fait froid, les animaux sont bien, mais ça prend beaucoup de paille. Quand on a eu des pluies en hiver par-dessus la neige, ça a été beaucoup... on a eu beaucoup de pluie dans l'hiver passé. Puis, tu sais, il y a un peu d'eau qui est rentrée, alors on a mis plus de paille. On a eu quelques problématiques, là. Les gros vents, c'est stressant quand même. Ouais. Fait que c'est des bels outils, sérieusement. Ça fonctionne bien. Mais à long terme, on ne va pas garder ça pour tout le temps. Parce que c'est de l'entretien, puis ça prend juste une branche pour déchirer une toile. Alors, pour commencer dans l'agriculture, je trouve que c'est super. Mais dans l'avenir, c'est sûr qu'un bâtiment standard, ça serait voulu, c'est sûr. Parce que, tu sais, entre la grange et ça, la grange n'est pas trop stressante. Ouais. Le dôme en hiver... Mais ça coûte plus cher, pas mal. Une grange à cette heure, surtout. Là. Oui, vraiment. Et nous, à la base, justement,
quand on a commencé notre projet, on était supposé de faire un agrandissement de notre grange, puis ça n'a pas pu être possible parce que les coûts du bois ont commencé à exploser. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est retourné avec les dômes. Puis ça a été une belle solution de rechange, sérieusement. Puis on en profite bien, mais on voit que si on va en faire 20 ans, ça ne durera pas 20 ans, c'est sûr et certain. Là. Ouais. Ah oui, ça bouge beaucoup. Puis l'hiver, avec les gros vents, si on a des grosses tempêtes, va déneiger, et puis assure-toi que tout est beau. Oui, de l'autre côté des cochons, on a le pâturage de moutons puis de bœufs. On les met ensemble, ça marche quand même bien, ça cohabite très très bien, puis c'est sûr qu'ils ont les mêmes besoins, ça c'est pratique à ce niveau-là. On engraisse quelques bœufs, pas beaucoup, ça c'est vraiment pour nous, puis pour faire un petit peu pour en mettre un peu dans les congélateurs. Mais ce qui nous intéresse surtout à développer, c'est l'agneau, parce que ça c'est un super animal, c'est tout petit, puis on a une race en plus d'agneaux vraiment pas très grosse, c'est des Islandais. Ça s'engraisse bien, puis moi je récupère la laine, ça me plaît beaucoup. Ouais, j'ai vu que tu en vendais aussi. Exact, c'est mon dada, là c'est vraiment... on s'est lancé là-dedans avec l'idée de faire revivre un peu les traditions. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Nous on fait tondre les moutons 2 fois par an, on récupère la laine, puis j'ai une amie qui me la file à la main. Pour l'instant j'ai pas encore assez de volume pour l'envoyer en moulin, mais je pense qu'on va se rendre là éventuellement. OK. Tu sais, il faut créer le besoin avant de créer le produit. Là. Ouais. Une chose à la fois. Ouais, produire c'est facile, vendre c'est plus difficile. Exactement. Puis ça coûte très cher de faire de la laine. Ouais, ça doit, je connais pas. Il n'y a plus de moulin à laine au Québec. À moins que tu aies quelqu'un qui te le fasse à la main, comme moi j'ai la chance d'avoir une amie qui le fait, il faut envoyer ça au plus proche en Ontario, puis sinon c'est en Alberta. OK, ouais. Juste le transport. Ouais, c'est ça, juste le transport. Puis il y a une autre problématique aussi, c'est que des tondeurs de moutons au Québec... Il n'y en a pas tant, hein? Il n'y en a pas tant, il y en a quasiment plus. C'est pas facile, surtout avec un petit troupeau comme le nôtre. J'ai de la chance d'avoir trouvé des personnes fiables qui viennent de le faire. Mais c'est une autre logistique. Tu y vas dans l'autosuffisance parce que à chaque fois qu'ils viennent, tu l'apprends aussi parce que dans les prochaines années, nous, ce qu'on veut, c'est d'être le plus autonome possible puis de dire que autant les cochons, on abat toujours à la ferme un cochon. Pour vous, ouais. Pour nous, parce qu'on veut toujours faire de la chaîne, du début à la fin. Là. Oui, on envoie nos animaux à l'abattoir, mais nous, pour la famille, c'est très important d'être autosuffisant et de pouvoir en profiter aussi. Fait qu'autant avec la tonte des moutons, Raphaël, elle apprend à le faire, puis ça fait déjà 2 ans qu'elle apprend. C'est tellement de technique et quand même forçant qu'à chaque année, on appelle, puis on a des gens qui nous forment, qui réussissent à aider Raphaël à le faire. Puis autant, nous, pour le cochon, c'était vraiment important pour moi de pouvoir abattre, là, parce que s'il y a quoi que ce soit pour nous, ça réduit les coûts, c'est sûr et certain. Puis en même temps, avec la famille, avec les enfants, on monte, c'est quoi, la chaîne du début à la fin. Ça, moi, mes enfants sont tout jeunes, mais étonnamment, les autres sont jeunes et innocents, je pourrais dire. Ils n'ont jamais rien vu. Fait que quand tu leur expliques, tu y vas dans le respect, les enfants, je dirais qu'ils trouvent ça logique. Ils trouvent pas ça répugnant, ils trouvent que ça a du sens parce que justement on y va du début à la fin puis qu'on a pris soin de ces animaux-là puis même lors de l'abattage, on fait tout pour que l'animal soit pas stressé. Parce que quand on envoie un animal en trailer à un endroit X, sérieusement, c'est là que le plus grand stress est. Là. Ouais. D'envoyer les animaux à l'abattoir ou d'acheter d'ailleurs puis de les apporter, c'est vraiment ce qui est le pire. Le transport des animaux, c'est ce qui les stresse le plus. Fait que faire de l'abattage à la ferme, là, si un jour ça pourrait être possible pour la vente, ça serait génial. Mais sérieusement, nous, c'est important pour nous qu'on le fait pour nous, pour vraiment connaître la chaîne du début. On est nos premiers clients. Hein, ouais, c'est ça. C'est la base, on s'est lancé là-dedans pour ça. Pour savoir ce qu'on mangeait, puis on a eu le goût de le faire découvrir aux autres. Mais c'est vraiment important qu'on soit les premiers à se servir. Et pour tes moutons, t'en as combien? J'ai présentement 12 brebis. OK. Et j'ai 2 béliers. C'est quoi le ratio normalement, bélier-brebis? C'est-tu ça à peu près? Je suis un peu en dessous. Okay. Généralement, je pense que c'est à peu près un bélier pour une quinzaine de brebis. OK. Donc là, j'en ai 2. J'ai un apprenti bélier. Il est en stage. Mais parce que moi, j'aime beaucoup, comme je te dis, je garde la laine, fait que je joue avec les couleurs de toison. Okay. J'ai un bélier blanc, j'ai un bélier brun, puis ça donne des très belles choses quand c'est aux naissances. OK. Mais l'agneau et vous est resté une petite production. Parce que ça pour le coup, j'en vends pas en boucherie, c'est vraiment pour nous puis pour les découpes. Okay. Fait que je ramène tout ici à la ferme. C'est vraiment une viande exceptionnelle qui gagne à être connue. Surtout l'agneau de pâturage, là, on a quelque chose qui est
excellent. Sérieux, moi, j'ai découvert ça, en fait, avec nos agneaux. J'en mangeais très peu auparavant. Au Québec, on n'a pas une tradition vraiment portée sur l'agneau non plus. Puis il y a de l'agneau qui goûte assez prononcé, puis que le goût est très très fort. Puis ça, c'est justement ce qui est un petit peu désagréable dans l'agneau que je trouvais à la base. Mais avec les Islandais, la race, c'est vraiment... Tu sais, c'est autant dans le bœuf. Le bœuf de race, les moutons de race, ils ont vraiment une particularité. La viande est très bonne et très goûteuse, mais ça goûte pas le mouton, ça goûte pas le bélier quand tu manges ça. Ça goûte la bonne viande, tu sais. Tandis que si tu prends, mettons, une vache de boucherie, une ancienne Austin ou un mouton conventionnel, je trouvais que le goût, c'est là que tu perds soit du goût ou tu as trop le goût quasiment de l'étable là, dans la bouche. C'est ce que moi j'aimais pas, puis quand on a commencé notre production, on s'est redécouvert. Moi, je me suis beaucoup renseignée, puis on va se le dire, Facebook est une mine d'informations, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui se créent pour informer le monde, puis je suis passée par là, puis moi j'ai fait ma requête, j'ai dit écoutez, je veux un troupeau de moutons, je veux de quoi qu'il soit rustique, qui aille au pâturage, qui ait bon goût, que je puisse réutiliser la laine. C'est sorti immédiatement, on m'a dit tu veux de l'islandais. Parfait. J'ai acheté ça, puis je suis ravie. Ce sont des petits moutons, c'est très facile à manipuler. Ils ont une laine incroyable et vraiment magnifique. Puis c'est ultra rustique, fait que ça tombe difficilement malade. C'est juste parfait pour nous. J'ai bien du plaisir avec ces moutons-là. Puis, je vais être franche, on n'a pas fait beaucoup d'argent avec eux pour l'instant, mais je peux pas m'en séparer. Là. Mon chum, à plusieurs reprises, il m'a dit on peut-tu vendre les moutons? Je suis comme non. Ça puis les canards, là, c'est mes productions à moi. J'aime vraiment ça. Parce qu'il faut dire que l'agneau islandais, ça se vend cher, puis les bêtes coûtent cher. Fait que, tu sais, commencer un troupeau, tu achètes un début de troupeau, ça coûte quand même assez cher pour se démarrer. Là. Quand tu vas être autosuffisant, tu peux pas dire « Ah, moi, je me pars une dizaine d'Islandais pour le fun, là, au prix que ça coûte, pour vraiment que ça soit raisonné. » Puis nous, c'est qu'on voulait que ça soit rustique, vu qu'on a des dômes qui sont pas chauffés, il fallait un animal qui soit bien adapté. Puis ça a été le parfait, justement, en hiver. Moi, j'étais stressé de la première hiver de dire hey, « Ils ont-tu froid? Sont-tu bien? » Regarde, écoute, tu mets la main en dessous de leur laine, c'est chaud. C'est chaud. Ils sont dans la paille, ils sont super bien. Fait que ça, pour moi aussi, c'était satisfaisant parce que on veut que les animaux soient bien. Là. Tout ce qu'on a choisi comme race, c'est des races qui sont capables de résister au froid. Puis ça, c'était très important pour nous parce que les dômes, justement, là, en hiver, là, pour moi, c'était un gros défi là, de voir si tout le monde allait être bien. Puis quand on a vu que tout le monde était bien, ben là, il y a une paix d'esprit qui s'est installée. Puis là, on a trouvé ça vraiment plus le fun là, parce que première année, c'est beaucoup de questions quand tu demandes une ferme. Là. Tu veux avoir le meilleur pour tes animaux, puis tu veux aussi le meilleur pour toi. Fait que tu veux que ça soit quand même pas trop compliqué à s'occuper, puis tu veux que ce soit le meilleur environnement pour eux. Puis avec pas beaucoup de moyens, on se rend compte que, comme dans le temps, d'avoir quelques diversités d'animaux sur la ferme, ça aide pour la gestion, pour les ventes. Puis après ça, pour le principe d'avoir des animaux rustiques, ben ça fonctionne très bien, là. Sérieusement. Là. Alors, on est très satisfait. Je dirais qu'on a quand même réduit nos troupeaux. Quand on a commencé, quand on s'est lancé, là, on était jeunes et fous. Hein. On va pas se mentir, là, ça fait juste 4 ans, mais oui, on a pris du plomb dans la tête pas mal depuis. L'innocence du début. L'innocence du début, c'était beau, c'était merveilleux, le plan d'affaires était magnifique. Puis, tu sais, on peut pas être partout, là. Tu sais, quand on s'est lancé, on faisait... moi, j'avais mon potager, je voulais faire des fleurs, j'avais des poules, du poulet, des poules, des canards de ponte, on avait les moutons, on avait les bœufs, les cochons. Écoute, à la fin de la première année, on était brûlés par elle. Fait qu'à tous les ans, on refait notre plan d'affaires, puis je te dirais honnêtement, à tous les mois, puis à toutes les semaines, on refait notre plan d'affaires parce qu'on s'ajuste. On s'ajuste constamment, on s'ajuste avec la clientèle, on s'ajuste avec la demande, on s'ajuste aussi avec notre capacité, avec nos enfants, avec notre train quotidien. Puis là, on est vraiment, on est pas mal en train de trouver le sweet spot là, qui est parfait pour nous. C'est le bon nombre de cochons, le bon nombre de bêtes, les productions qu'on aime. Fait que finalement, on se concentre sur le porc et l'agneau. Canard, vraisemblablement, on n'en fera plus, à part pour nous, parce que c'est devenu excessivement cher de faire du canard. L'abattage coûte beaucoup trop cher. Oui, ben, ça prend des bains de cire, puis ça prend tout le stock, c'est plus long. C'est plus long, puis c'est ça, c'est que la rentabilité en arrière de ça n'est pas intéressante. Fait que on continue d'en faire pour nous, pour les amis, pour la famille, mais ça va être pas mal ça. Puis, tu sais, pareil, le potager, c'est pour nous, là, c'est l'autosuffisance. Fait que je fais quelques légumes de transformation, j'aime ça. C'est moi la lactofermentation, puis la charcuterie, c'est vraiment mon dada. Donc, j'essaie de développer ça. Mais on a vraiment mis notre énergie à la bonne place parce qu'à un moment donné,
Ouais, ben c'est ça, spécialisé en guillemets, là, parce que ça reste quand même très diversifié comme modèle. Ouais, exactement. Mais ça l'est vraiment moins que ça l'était. Ouais, mais des fois, à trop, on se perd. Là. Trop diversifié. Oui, vraiment. Ça a bien fonctionné. Parce que justement, chaque groupe d'animaux avait vraiment, on donnait tout pour, mais c'est nous qui s'épuisaient là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que c'était vraiment de trouver l'équilibre pour ça. Puis, faut dire qu'à 2 personnes avec des enfants, au terrain qu'on a, c'est quand même l'idéal. On a quand même loué une ferme laitière, une ancienne ferme laitière là, qui est proche d'ici. On a voulu franchir le pas pour grossir. Puis en fin de compte, on a passé une super de bel hiver, mais on s'est rendu compte que sur le principe, un gros bâtiment, des gros champs, ça prend plus de production. Fait que là, on se disait, bon, on augmente. Puis là, on s'est toujours dit, on va être autosuffisant et raisonner justement dans notre agriculture. Puis là, on voyait qu'avec la grosse place, il y a des lacunes. Là, tu as de l'espace, il faut faire de quoi avec ça. Il n'y a rien qui va être perdu. Puis là, on a augmenté notre nombre d'animaux, on a augmenté nos tâches aussi. On s'est rendu compte assez rapidement que on était quand même bien dans notre petit chez nous. On était quand même bien dans notre façon de faire à petite échelle parce que justement, on travaille aussi. On a les enfants, on a notre vie. Puis on n'est pas des agriculteurs depuis notre toute jeune enfance. Fait que aussi le mode de vie de dire on va voir nos amis, on sort un peu de la ferme aussi, tandis qu'un fermier qui va rester beaucoup chez eux justement pour s'occuper de toutes ses tâches, on s'est rendu compte, on fait pas ça depuis qu'on est jeune. Fait que c'est un apprentissage. Être fermier à la maison puis de rester chez toi 365 jours par année, là, je connais personne qui fait ça. Mais un agriculteur, faut dire, il est à la maison pas mal toute l'année. Parce que nous, on a notre mode de vie, on est capable de sortir, on est capable de faire plusieurs choses. Dans la journée, on peut aller à quelque part sans se soucier qu'il arrive quelque chose ici. Fait que ça, c'est quand même agréable. Là. Parce que si tu augmentes ton troupeau, si tu augmentes tes animaux, tu as plus de problèmes. Plus que tu vas avoir d'animaux, plus que tu vas avoir justement si avec les cochons, les hernies ou avec les moutons, tu vas avoir, mettons, au début de l'année, quand tu les sors au pâturage, il faut quand même que tu le fasses progressif. Fait que plus que tu as d'animaux, plus qu'il y a une demande. Fait que là, nous, on a trouvé notre juste milieu. Puis on se trouve vraiment chanceux d'avoir eu notre fermette avant la pandémie, puis de développer ça avant la pandémie, parce que maintenant, ça a doublé. Là. Quand on a commencé à faire la ferme, les prix étaient relativement bons pour la moulée, pour les abattages. Là, tout a doublé. Là. Ouais. Fait que ça a changé notre mode aussi, parce que la première année, tu fais un plan d'affaires, tu prends tes chiffres, tu calcules tout, puis là, après ça, tout a augmenté. C'est ça, on s'ajuste. Il n'y a pas de ferme, je crois, qui ne s'ajuste pas à chaque année. Puis justement, dans le conventionnel, on voit aujourd'hui, les gens travaillent d'arrache-pied pour avoir une ferme qui va en vivre, mais des fois, les gens mangent même pas ce qu'ils produisent parce que ça coûte tellement cher, il faut que tu vendes tout jusqu'au dernier pour être capable d'avoir ton argent. Fait que nous ici, là, on est vraiment chanceux de pouvoir en profiter, que les enfants en profitent aussi. C'est le plus beau qu'on pouvait en faire, là, justement. Là. Vraiment. Puis c'est loin d'être fini, là. La ferme est à son tout début, ça fait 3 ans. Là. Imaginez, dans une vingtaine d'années, les clôtures vont... Tout va être rodé, je pourrais dire. Là, on est encore dans l'apprentissage, puis on va en apprendre tout le temps. Mais on vient de finir de faire des clôtures, puis on a encore appris. Tout le bois qu'on a à ouvrir, on a bûché. C'est loin d'être terminé. C'est un mode de vie, être fermier, vraiment. Là. Puis c'est ce qu'on adore, on veut pas. Là. Et le lien entre l'agriculture et la vie d'aujourd'hui, là, ça te permet de ralentir un peu puis de profiter. Parce que justement, avec les animaux, là, faut pas que tu sois pressé. Non, c'est ça. T'es toujours occupé, mais c'est un mode de vie un peu slow life aussi. C'est plus... ces petits trains vont loin, puis... C'est ça. Puis tu sais, notre génération, on veut tout rapidement, puis dans l'agriculture... Amazon Prime. Puis dans l'agriculture, tu te rends compte, moi j'aimerais ça que mon terrain soit déjà comme dans mes plans j'ai fait, parce que mes plans sont tous détaillés, je sais qu'est-ce que ça va en devenir. Mais écoute, à chaque année, pour prendre le temps de vivre aussi, c'est petit peu à petit peu. On sait qu'on va y arriver, mais c'est sur le long terme. Les animaux, ça prend du temps à grossir. Fait que quand tu as vu un petit bébé, justement, puis tu t'en vas pour la fin, pour l'abattage, c'est quand même encore dur pour nous, je pourrais dire. Mais nous, on a quand même des mamans à la retraite. On n'abat pas les animaux pour rien. On garde le plus d'animaux possible à la ferme. On a des truies en retraite, mais après certains temps aussi, on se pose la question économiquement, qu'est-ce qu'on en fait? T'sais, on apprend toujours, sérieusement. Là. Puis on vient faire le tri là-dedans, puis c'est là qu'on devient un modèle qui est viable pour une famille. C'est pas industrialisé, c'est pas viable pour une grosse entreprise qui veut faire de l'argent,
Mais pour une famille qui va être plus autosuffisant, c'est super, c'est le meilleur des mondes. Je dirais que ces 3 dernières années, oui, on n'a peut-être pas fait beaucoup d'argent, mais ce qu'on a fait, c'est on s'est créé une communauté, on s'est créé un mode de vie. C'est nous, on a appris comment se nourrir. Ouais. C'est surtout ça. Moi, j'ai appris à 25 ans comment qu'on allait traire une vache, comment c'était produit, comment la vache, fallait qu'elle soit productive pour arriver à ses fins. Parce que là, on a eu une vache laitière, on a fait beaucoup, fait qu'on se trouve beaucoup plus apte aussi à tout ça. Tu sais, nous, on est prêt, on peut avoir tout ce qui est dans notre assiette quasiment préparé de la ferme. Ça, c'était le plus beau des cadeaux, je pourrais dire. C'est incroyable. Ouais, ça a été... pour l'apprentissage que ça donne, là, même au niveau de la menuiserie, de la mécanique, de la gérance des animaux, de chaque race. Après ça, c'est un bagage qui va être là pour toute notre vie. Là. Ça, c'est gros, par exemple, là, parce que il y en avait gros à prendre. C'est pas fini. Alors, non, c'est le fun. Puis c'est le fun aussi de s'occuper d'un troupeau qui est en santé, là, ça donne une satisfaction aussi. Là. Ça, c'est assez aussi le fun. Tu sais, les cochons, là. Moi, faut dire qu'à la base, je croyais pas du tout aimer ça. Puis en fin de compte, tout le monde me disait, tu vas voir, ça va être compliqué, ça va être de la merde, quoi. En fin de compte, c'est loin d'être ça. T'apprends à travailler avec l'animal, puis ça se passe super bien, là. Puis, ben, c'est un cochon. Fait que, écoute, ça joue dans ses excréments un peu pis tout, mais c'est très propre. C'est pour, justement, s'enlever des mouches, tout ça. Il y a toujours... il y a rien pour rien dans la vie. Alors, hein? Ouais. C'est une très belle école de la vie, c'est vrai. Ouais, vraiment. C'est un bel apprentissage, comme il n'a pas arrêté de le répéter, là, mais on est vraiment plus riche de connaissances, d'enseignements, puis on a vraiment appris un mode de vie différent, puis c'est dur, honnêtement, tu sais, je veux dire, il y a vraiment des fois où on se demandait ce qu'on faisait là, puis pourquoi est-ce qu'on ne quittait pas, puis on y revient toujours, parce que... c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, c'est ça. On est passionné, là, puis même si on veut réduire, même si on veut de spécialiser un petit peu plus pour avoir que ce soit plus sensé pour nous, je quitterais pas ça, là, je veux dire, retourner travailler 40 heures à l'extérieur, c'est comme, ce serait une punition pour moi, là. Tu sais, mais... juste d'aller acheter notre viande à l'épicerie, je pense que ça serait le plus gros. Tu sais, je crois que on en mange des fois encore de la viande de l'épicerie, mais autant mes parents et des amis qui peuvent en cuisiner, mais nous, on s'est rendu compte de la différence, puis même la famille s'en est rendu compte, puis c'est ça, on retournerait pas en arrière, ça c'est sûr et certain. C'est surtout là que... C'est très vrai, pour toutes les fois où on a failli baisser les bras, là, on avait bien des raisons de baisser les bras, puis on s'est regardé dans le blanc des yeux, on a fait, tu veux-tu retourner à l'épicerie acheter ta viande, toi? C'est ça. Ça fait comme, non, ok, on lâche pas. Parce que l'épicerie, on achète quelques bases, mais l'épicerie, on est tout ici, là, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir en vivre, là. C'est sérieusement, là, c'est le plus beau là-dedans. L'épicerie est ici, j'aime ça. Ouais.